IDFM 98 de la bande FM. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, au-delà du miroir ce soir, en direct de la radio avec deux invités, deux hommes que je remercie vivement d'être avec nous ce soir parce qu'il fait vraiment pas un temps à sortir, mais ils sont courageux. Le premier vient de Dijon, il s'appelle Rémi Pécaud de l'Observatoire du Réel. Il nous vient de Dijon, donc j'ai dit. Et le second, je vais lui demander de se présenter puisque... c'est le docteur Stéphane Autun-Pecchio, rhumatologue, hypnothérapeute et donc auteur des concerts-thérapies d'hypnose musicale. Et on s'est déjà rencontré, docteur Stéphane. Docteur Stéphane Autun-Pecchio, il y a 2 ans et demi à peu près. Oui, pour c'est ça, exactement. Une première émission sur l'hypnose musicale. On va peut-être un peu découvrir Rémi Pécaud, donc de l'Observatoire du Réel, qui est une association à but non lucratif créée en 2011. Oui, en 2011. L'idée, c'est de donner effectivement la parole à des chercheurs, comme j'aime à dire, sur des sujets qui ne font pas encore consensus. Donc pas encore, ça veut dire que je prends le pari qu'ils le feront dans quelques années, mais qui sont un peu avant-gardistes. Et nous abordons des sujets qui peuvent être parfois un peu controversés. L'idée, c'est de leur donner la parole. Alors ça peut toucher les problèmes de la santé, mais beaucoup ceux qui sont liés à la conscience, à la vie, après la vie, à la physique quantique, etc. Alors, cet observatoire du réel, qui est-ce qui a eu envie de le créer ? C'est moi qui l'ai créé c'est bien. En 2011. Et justement, on disait, c'est suite à ma rencontre avec Jean-Pierre Garnier-Mallet, pour lequel j'ai organisé plusieurs conférences. Et puis, j'ai reçu après Jacques Collin, puis je me suis dit qu'il fallait trouver un cadre à tout ça. Et voilà, donc j'ai réfléchi sur le positionnement de ce cadre, le positionnement de cette association. Et ça a donné l'Observatoire du Réel. Donc beaucoup de personnes me disent que c'est un super nom. Oui, c'est bien. Alors, votre mission est de proposer une vision dans toutes les disciplines scientifiques, que ce soit physique, astrophysique, mathématiques, neurosciences, où d'autres réalités se dessinent, et votre ambition aussi est de contribuer à ouvrir de nouvelles perspectives aussi, de compréhension qui permettent au plus grand nombre de vivre avec conscience. Oui, de vivre avec conscience. Comme je vous l'ai dit, le premier sujet, j'allais dire celui qui est peut-être le sujet phare, c'est la question de la vie, de qu'est-ce que la vie, et au travers de la vie, qu'est-ce qui se passe à la fin. Et pourquoi c'est si important, selon moi, parce que aujourd'hui, la science et le monde officiel contestent cette existence, puisqu'on a laissé ça aux mains des religions. Alors que si on arrivait à établir que tout ne s'arrête pas après et que les consciences perdurent, eh bien évidemment, les personnes dans ce monde se comporteraient un peu différemment, ou complètement différemment, et notre vie ici sur Terre serait autre chose. Alors, comment vous vous êtes rencontrés, vous, Rémi Pécaud, avec le docteur Stéphane Autun-Pecchio? Autun-Pecchio. Oui, c'est marrant, Pecchio. Pecchio, oui. Ouais. Donc, comment vous êtes rencontrés tous les deux? Alors, en fait, par une amie commune qui, moi, est mon expert comptable et qui est devenue une amie, qui est la femme d'une amie qui est devenue mon expert comptable, qui s'intéressait au sujet traité par l'Observatoire du Réel. Et déjà, depuis plusieurs années, il m'a dit, mais il faut absolument que je te présente le Stéphane Autun-Pecchio parce que c'est super ce qu'il fait. Et elle avait déjà assisté à des concerts et surtout, elle et son mari ont été traités par Stéphane. Alors j'ai l'anecdote qui m'a qui m'a fait ouvrir grand les yeux et grandes les oreilles. C'est que cet ami, justement, le mari de mon expert comptable, un jour a été complètement bloqué, ne pouvant pas se lever. Il a été transporté, amené jusqu'au cabinet de Stéphane, alors que c'est quelqu'un qui est très sceptique et pas du tout ouvert à ce genre de choses a priori. Et Stéphane lui a posé une main dans le dos, a joué sur son clavier du piano et l'a débloqué en quelques minutes. Alors lui, le piano ou le patient?
Le patient, bien sûr. Le patient. Et donc, moi qui m'intéresse justement à toutes ces approches un peu novatrices, pas complètement, pas officielles en tout cas, cet exemple-là et l'efficience de cet exemple m'a fait réagir et m'a donné absolument envie de rencontrer Stéphane. Et c'est à partir de là qu'il m'a dit, effectivement, je fais aussi des concerts d'hypnose. Et donc, je suis allé à un premier concert. J'ai été séduit par l'approche. Et donc, voilà, on a décidé d'en organiser 2 autres. Voilà, dont on donnera les dates. Vous êtes allé au concert qui était à Paris, là, dans la Cité des Arts? Oui, à la Cité des Arts, oui. Mauvais fauteuil, mais moi, je ne me l'ai pas senti, puisque le concert était tellement bon que... Ouais, tout à fait. Donc, ça se passera plus à la Cité des Arts, mais ça se passera les prochains... À l'Auditorium Saint-Germain. Alors, l'Auditorium Saint-Germain, ça se passe à Saint-Germain-des-Prés? Oui, dans le 6e rue Félibien, numéro 4 de la rue Félibien. Et c'est un très bel auditorium. Combien? 250 places? 317. 317, voilà. Avec des bons sièges? Avec des très bons sièges et une très belle salle. Une belle acoustique? Super. Alors, le piano, c'est pas vous qui l'amenez, il est déjà là? Bien sûr, oui. C'est un grand Steinway. Ça va être très riche en harmonique. Vous serez seul ou vous serez accompagné? Je suis seul sur scène. J'espère pas être seul dans la salle. Dans la salle, ouais. Non, mais là, je serai seul sur scène et je pourrai donner toute liberté à mes improvisations. Là, je ne ferai que des compositions personnelles. C'est la première des compositions de mes compositions, voilà. Donc. Alors, c'est quoi ces concerts d'hypnose musicale? Qu'est-ce que les gens viennent chercher? Les gens viennent chercher des choses variées. Ça dépend comment ils sont attirés par le sujet, parce que le sujet, c'est concert-thérapie d'hypnose musicale. Alors, il y en a qui peuvent venir pour une première expérience d'hypnose. Il y en a d'autres qui peuvent venir, s'ils connaissent déjà l'hypnose, pour voir cette hypnose accompagnée par la musique. Il y en a d'autres qui viennent chercher une solution à leurs problèmes physiques, moraux, ou un problème de choix ou de projet, pour se laisser guider par leur inconscient. En tout cas, les gens sont peut-être simplement attirés intuitivement pour faire une expérience ou une expérience intérieure. Je crois qu'on a fait le tour. Ça dure combien de temps? Dans le lâcher-prise. Ouais, ça dure combien de temps? En fait, la musique en tout dure 1 heure. Peut-être un peu plus, mais pas beaucoup plus. Il y a d'abord une musique d'introduction pour se mettre en préparation, sur le thème de la création, avec beaucoup de résonance, beaucoup d'harmonique. Et puis ensuite, on fait une séance d'hypnose musicale. Donc d'abord, dans une première partie, c'est une hypnose induite par la parole et par le piano. Et dans une deuxième partie, il n'y a plus que la musique, ce qui donne une totale liberté d'imagination à l'auditeur pour partir voyager dans ces mondes intérieurs. Alors, je présume que si c'est de l'improvisation, vous allez un peu travailler sur la salle qui est là. Vous ressentez les problématiques de la salle ou qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'on peut toujours parier que le musicien intègre l'ambiance de la salle. De toute façon, il n'a à sa disposition que son ressenti. Et il va surtout se diriger vers son inspiration et être à l'écoute des notes qu'il reçoit et des interprétations qu'il a envie de faire. Et c'est son seul langage. Mais son intention est d'aider la salle. C'est un thérapeute musicien qui joue, en l'occurrence. Il faut absolument qu'il soit les deux. Parce que le thérapeute, pendant toute sa vie, il s'est tourné vers l'écoute de l'autre. Et finalement, vous savez qu'il y a des hypnoses de groupe. Et là, finalement, c'est une hypnose de groupe, mais qui va être conduite par la musique. Avec cet avantage que la musique peut déjà instaurer assez facilement un état de calme et de sérénité. Vous savez, on dit qu'en fait, on se laisse aller quand on a confiance dans le thérapeute. Moi, j'ai l'impression que la musique... ça permet, si la musique nous plaît, bien sûr, si on accroche avec la musique, on va facilement se laisser aller. C'est beaucoup plus difficile, je vais dire, d'avoir une idée de ce qu'est une personne au travers de ses mots. Les mots, c'est ce qui sépare les gens, les idées, ça les sépare. Mais je pense qu'avec la musique, ceux qui se trouvent bien avec mes notes
bien, eux, ça va être facile. Une façon d'entrer en contact plus simple, peut-être. Alors, vous êtes aussi donc rhumatologue, hypnothérapeute et musicien-thérapeute. Vous exercez en cabinet ainsi qu'au centre de traitement. Vous êtes toujours au centre de traitement de la douleur de l'hôpital Tenon à Paris. Et votre approche musicale de l'hypnose est en cours d'évaluation. Où ils en sont ? C'est la fin, là. On est en train de colliger les résultats. C'est très intéressant, hein. Ça a des impacts sur le sommeil de façon assez flagrante. Et puis sur la douleur, on a des résultats qui sont tellement bons que c'est difficile à dire, quoi. Quand on a des gens sous morphine qui passent de 8 sur 10 à 0 après la séance, c'est impressionnant. Alors évidemment, sur la somme des séances, ça finit par faire une moyenne qui tourne à 68% d'amélioration. Donc c'est des très bons chiffres, avec une persistance de l'amélioration de la douleur de 30% en général à 48 heures. Alors expliquez-moi, ça se passe en hôpital, c'est de la thérapie de groupe ou c'est de la thérapie individuelle ? Thérapie individuelle, je passe mon CD d'hypnose musicale, celui que j'ai composé, et on travaille là-dessus. On travaille là-dessus, ça voudrait dire que quelqu'un qui écouterait le CD pourrait avoir des résultats, sans forcément que vous soyez là. C'est-à-dire que, oui, mais ce CD, il y a d'excellents retours. Il y a pas mal de gens qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas pu l'écouter jusqu'au bout. Pourquoi ? Ils s'endorment avant. Ça c'est bien. C'est une bonne chose. Oui, ça marche bien. Bon, donc le CD, ça s'appelle Hypnose musicale. Oui. Et vous êtes considéré dans le milieu scientifique comme pionnier de la musique d'hypnose. Vous avez reçu le prix du congrès de la Confédération francophone d'hypnose et thérapie brève en 2011. Oui, c'était le congrès francophone, hein. C'était un congrès international, puisque ça va du Québec à l'Afrique, Belgique, Suisse, etc. Vous donnez des stages, des conférences ? Oui, sur tous ces sujets. Même des cours, hein. Je donne des cours de comment apprendre le piano avec l'aide de l'hypnose, c'est très intéressant. Je fais chanter aussi juste les gens qui pensent chanter faux. Bon, et donc les concerts-thérapies sont nés en 2018, c'est pas vieux, il y en a eu combien jusqu'à présent ? Il y a eu 2 concerts à Paris. Tous les deux On a fait guichet fermé la première et la deuxième, la salle était bien pleine. Et en août, j'ai pu jouer à Montréal devant 600 personnes lors du congrès mondial d'hypnose, en événement spécial. Vous les avez tous endormis ? C'était principalement des hypnothérapeutes. C'est difficile. Ils se sont facilement laissés aller, mais j'ai eu d'excellents retours. Ça a très bien marché. Alors, on revient avec Rémi Pécaud. Qu'est-ce que vous vous souvenez quand vous êtes allé à ce concert d'hypnose ? Quel souvenir vous avez ? D'avoir lâché au bout d'un moment. Alors, je ne sais pas si on peut dire dormir, mais en tout cas être dans un état de relâchement profond. Et je pense que c'est une vertu que d'arriver à se placer c'est un bienfait que d'arriver à être placé dans un tel état, surtout dans notre environnement où le stress est extrêmement prégnant. Et en fait, même quand on s'endort, souvent on peut s'endormir de façon tendue, c'est-à-dire sans être complètement relâché. Or là, progressivement, on lâche, on se détend et ça fait beaucoup de bien. Alors c'est un concert d'hypnose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas après de suggestion par la voix, etc. C'est la musique seule. Il y a juste une entrée en matière au départ. En fait, la suggestion, elle est donnée au départ, que cette séance puisse, pour ceux qui veulent, améliorer une douleur, transformer une souffrance morale, trouver une solution à un problème épineux ou être orienté dans un choix, ou alors faire simplement un voyage intérieur. Et c'est juste signalé au départ et après on ne revient plus là-dessus. Oui, et l'inconscient fait son travail si la personne a envie d'un résultat dans une dimension ou une autre. D'accord, on peut peut-être écouter une partie de ce que vous nous avez amené. Alors en fait, ça c'est ce qui s'est passé à Montréal. Donc c'est après l'induction, après peut-être 10 minutes de musique lente, répétitive, et à un moment, la parole s'éteint pour laisser la place uniquement à la musique pour emporter la personne dans un voyage intérieur dans ces mondes.
Oui. IDFM 98 de la bande FM. Donc, je voulais arrêter ça. Nous reprenons cette émission Au-delà du miroir, cette deuxième partie d'émission où nous parlons avec Rémi Pécaud de l'Observatoire du réel et avec Stéphane Autain-Péquiot qui est rhumatologue, hypnothérapeute et musicien. Nous parlons de ces concerts d'hypnose musicale. Rémi Pécaud, vous me dites que vous avez rencontré des médecins. Oui, que Stéphane, en fait, j'avais jamais compté, mais voilà, ça doit être le quatrième médecin qui est venu présenter son approche au sein de l'Observatoire du réel. Donc les autres, il y a eu Michel Laroche, qui est l'inventeur de la réinformation cellulaire, et ce qui est le deuxième médecin en France à avoir démissionné de l'ordre des médecins, puisqu'il a été considéré comme un charlatan par l'ensemble de la profession. Il a même écrit un bouquin en pied de nez qui s'appelle « Profession charlatan ». Et il a préféré démissionner et poursuivre sa voie d'introspection et de recherche autour de la réinformation cellulaire. On a reçu aussi Philippe Servet, qui est homéopathe uniciste et qui est à la tête de cette école des unicistes, qui est très particulière parmi... Qui donne qu'un seul produit. Exactement. Voilà, il faut aller chercher l'élément qui est à l'origine des mots. Et puis, j'ai reçu Nicole Delépine et son mari. Nicole Delépine, c'est cette oncologue de l'hôpital de Garches qui avait sur certains cancers des enfants des résultats à 40% supérieurs à ce qui était pratiqué partout ailleurs en France. Et on a profité de son départ à la retraite pour fermer le service, alors qu'elle avait des équipes avec une quinzaine de personnes derrière qui étaient tout à fait capables de poursuivre.
Et donc, elle a fait l'objet d'un film qui a été créé par Jean-Yves Billien, qui s'appelle Cancer Business Mortel. Et elle est venue expliquer un peu ce qui se passait. Et voilà, expliquer qu'en fait, il fallait en privilégier des protocoles qui étaient 10 fois plus chers que ce qu'elle mettait en œuvre, mais qui avaient des résultats souvent bien moins bons, le temps effectivement que l'expérimentation se poursuive. Sauf que quand vous êtes parent et que à la porte de droite, vous avez une chance sur 3 de perdre votre enfant et qu'à la porte de gauche, vous avez 2 chances sur 3 de perdre votre enfant, vous avez plutôt envie d'aller là où les chances de survie sont les plus importantes. Et elle racontait qu'il y a certains hôpitaux, elle racontait un hôpital de Bordeaux, où on menaçait même les parents de les destituer de leur autorité parentale parce qu'ils décidaient d'aller à l'hôpital de Garches. Donc, de changer de protocole. Et parce de changer que l'enfant pour fait aller... partie d'un protocole. Ouais, ça serait intéressant de faire un jour une émission avec ça. Oui. Et Nicole Delépine serait tout à fait prête à venir discuter avec vous. Donc, beaucoup de médecins. Là, vous en avez encore un quatrième. Un quatrième qui est rhumatologue et qui soigne. Donc, vous soignez les problèmes de vertèbres. Docteur Stéphane Autun-Pécchio, vous les soignez avec de la musique uniquement, pas de corticoïdes. C'est amusant. Les vertèbres, ça me fait penser aux dinosaures. Non, la rhumatologie s'occupe des muscles, des os, des articulations, donc c'est quand même assez large. Tout en sachant que les maladies qu'on appelle maintenant musculo-squelettiques sont, je vais dire, toujours ont une touche psychosomatique. Donc, pour avoir une approche globale, on est obligé d'aborder, si la personne le souhaite, la question du psychisme. Donc, c'est ce qui fait glisser sur l'hypnose et ce qui permet de soigner de façon efficace. Parce que quand vous avez une douleur qui est d'origine psychosomatique, si en effet vous la traitez uniquement avec de l'allopathie, des piqûres ou de la cortisone, en fait, vous risquez de laisser le processus causal encore exister et se manifester peut-être dans encore une autre douleur ailleurs. Et donc, ce n'est pas déminé, comme j'ai l'habitude de le penser, et ce n'est pas un travail fait en profondeur. Mais le traitement dépend de la personne. Les gens ne sont soignés qu'à la hauteur de leur ouverture. De ce qu'ils attendent. Exactement. Exactement. Alors pour quelqu'un qui y croirait pas, tout ça, qui n'a pas envie de parler. Celui qui y croit pas, je vais pas le mettre à la porte. Et c'est donc, pas la peine qu'il je vienne le vous traite. voir. Celui qui ne va pas croire que ça vient de sa tête Non. et pas de son corps. Il vaut mieux qu'il aille voir un médecin conventionnel. C'est mieux, c'est beaucoup mieux. Parce que bon, tous ces gens qui ont mal au dos, il y en a, c'est le problème du siècle, ça et les insomnies. Je crois que c'est les 2 gros problèmes. Les gens qui ont vraiment mal au dos, qui souffrent des vertèbres ou ceux qui souffrent de pas dormir. Si on leur dit que ça vient d'ailleurs que de leur corps, ils ont quelquefois du mal à y croire. C'est beaucoup provoqué par le stress, l'accumulation de stress qui se manifeste de cette manière-là, ou par le manque de sommeil, les tensions, la nervosité. Donc, une séance d'hypnose en musique, ça permet de relâcher. Ça lâche. Profondément. Ça lâche. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur cette hypnose musicale ? Donc, l'hypnose musicale, vous allez faire 2 concerts. Les 2 dates, c'est le 12 février et le 11 avril. 12 février, c'est dans 3 semaines à peu près. Mm-hmm. Et le 11 avril, c'est un peu plus tard. Ça sera à Paris à partir de 19h30. À la Maison des pratiques artistiques amateurs. Non, ça c'était à Saint-Germain. Oui, autrement, plus simplement appelé Auditorium Saint-Germain, qu'on trouve très facilement sur le net. Rue Félibien. Rue Félibien. Eh bien, si vous voulez, d'abord, c'est un concert-thérapie, donc je le répète. Ceux qui veulent feront juste un voyage intérieur. D'autres pourront avoir des résultats sur une douleur, sur un problème, trouver des solutions. Déjà, lors des 2 premiers concerts, j'ai eu des retours intéressants sur des personnes qui ont amélioré une douleur de l'estomac, un autre, une autre douleur, d'autres ont résolu des problèmes. Bon, donc ça marche, c'est normal que ça marche. Ça marche chez les gens qui sont prêts, qui ont cette capacité à se laisser aller, à lâcher prise. Et alors la particularité donc de cette hypnose musicale, c'est que donc il y a de la musique, donc il y a une partie artistique. Il y a une partie artistique, et qu'est-ce que c'est que l'art ? L'art, c'est ce qui touche l'âme. Donc on va essayer par cette finalement émotion artistique
de toucher quelque chose de profond dans l'individu et en fait, on va chercher à ramollir. On va chercher à ramollir, on va chercher à faire fondre. Je vais m'exprimer plus clairement. En fait, nous sommes toujours sur nos défenses. Nous avons des protections, nous avons des barrières, ça nous permet d'appréhender les chocs, ça nous permet de nous défendre, etc. Simplement, et donc à l'intérieur de ces barrières, il y a notre cœur sensible qui souffre. Et tant qu'on n'a pas baissé les barrières, on ne va pas pouvoir transformer ce qui est à l'intérieur. Et donc, cette musique artistique, parce elle parle un langage qui parle à l'âme. Donc, on ne va plus utiliser des mots. Ça va être une vibration sonore, ça va être un scintillement, ça va être même une puissance sonore. Et on ne peut pas utiliser la puissance en hypnose. Oh, c'est très occasionnel, on ne peut pas. Mais en musique, oui. On peut utiliser des couleurs, des nuances, on peut utiliser tout un panel d'émotions qui vont toucher le cœur de l'auditeur et le faire fondre. Si on arrive à ramollir la structure psychique interne qui crée le blocage, on va avoir la possibilité de faire une transformation. Ça veut dire finalement voir les choses d'une autre manière, lâcher la douleur et peut-être même la perdre, et aussi se retrouver dans l'instant présent, ce qui nous permet d'être réceptifs à l'univers. La problématique dans un moment où tout le monde vit une incertitude anxiogène, c'est de garder la confiance. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? En fait, on est obsédé par nos problèmes. Et même si on est dans un endroit extrêmement beau, on ne le voit plus. Et lorsqu'on se retrouve dans l'instant présent, de nouveau, on a accès à l'univers qui nous entoure. Le ciel, la nature, les gens, les personnes. De nouveau, on communique. Et en fait, en communiquant, on se remet en contact avec le monde, l'univers, et cet univers n'a jamais été créé pour nous embêter. En fait, il est à notre disposition pour nous faire vivre. Il est évident que tout ce qui est sur Terre nous aide à vivre. Et à ce moment-là, on se remet aussi en contact avec ce qui est de l'ordre de l'esprit et qui va nous aider à avancer. Et c'est ce qu'on fait, en fait, en hypnose. On lâche prise pour de nouveau être connecté avec cet état naturel de réceptivité à notre esprit, à toutes ses capacités de transformation. Ça dure combien de temps après cet état de béatitude ? Combien de temps ? Ça va dépendre sur les personnes, évidemment, mais ça dépend. En fait, les choses dont on a pris conscience, c'est comme une marche gravie, elle ne peut pas être redescendue. Et ce n'est pas simplement un effet de relaxation. La transformation, c'est donc ça, en fait. C'est la prise de conscience qui transforme. On ne voit plus les choses de la même manière, on ne pourra pas retomber dans l'ornière ou alors différemment. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont mis à pleurer ? Oui, ce sont des choses qui arrivent. Vous mettez des mouchoirs dans la salle ? Mais je suis le premier à pleurer. Et si je pleure... ça veut dire que moi, j'ai atteint en moi-même ce point-là. En fait, je vais vous dire une chose, bon, ça va peut-être vous amuser. En fait, mon problème à l'heure actuelle, c'est que je répète mes morceaux, mes improvisations, je me mets à pleurer et je me dis, mince alors, si je pleure maintenant lors du concert, j'aurai plus rien à pleurer. Mais bon, donc j'espère à chaque fois retrouver lors du concert un moment de grâce ou alors un moment de beauté. Mais bien sûr, c'est pas par les efforts de volonté qu'on arrive à ça. Mais heureusement, il y a le stress de la salle. Oui, puis les gens, ils sont peut-être pas toujours en train de vous regarder pendant tout le concert. Ils ont leurs propres idées à eux, donc ils doivent fermer les yeux. Ou... Ah, mais les gens ferment les yeux. Pourquoi ? Non, mais je veux pas qu'on me voit pleurer, c'est pas la question. Vous êtes de dos ? Non, mais ce point que je cherche à atteindre chez les autres, pour les autres, c'est le point que je cherche à atteindre en moi-même. C'est le même. Et bien sûr, l'hypnothérapeute se met en état d'hypnose et transfère ou transmet à l'auditeur, au spectateur, à son patient, cet état. C'est par osmose des consciences. Donc, c'est important que d'abord, j'atteigne un état de sérénité, de lâcher prise moi-même. Je dois donner l'exemple, en quelque sorte.
Mais aussi, si il y a un moment de ce que j'attends, en fait, c'est un moment de pure improvisation, un moment de beauté. En fait, lorsque j'ai joué à Montréal, à la fin du concert de thérapie, mes amis m'ont dit, mais là, t'as joué quelque chose, on s'y attendait vraiment pas. Et je dis, mais là, j'ai fait de l'improvisation. Vous non plus. J'étais en pleine improvisation. Je dis, c'est normal. Et c'est le point que, si vous voulez, ma libération doit correspondre à la libération de l'auditeur. Ça peut être gai aussi par moment. Oui, ça peut être gai. Il y a différentes tonalités. En musique, on peut faire tout ce qu'on veut comme émotion. Ouais. On peut faire beaucoup de choses en musique. On peut aller très lentement, on peut aller dans une musique cosmique, on peut aller dans une musique rapide, émouvante, plus calme. Je vous dis, par rapport au langage, c'est tellement plus riche que ce qu'on peut faire en séance juste verbale, qu'il y a un apport extraordinaire de la musique à l'hypnose, et parce que c'est un langage indicible, c'est le langage de l'inconscient en fait. Hein, mais on dit des choses. Rémi Pécaud, est-ce que vous avez demandé à Stéphane Outimpécio de vous toucher une partie du corps pendant qu'il touchait son piano de l'autre? Ah non, j'ai pas fait, mais... Ça va se faire. Oui, mais ça sera très volontiers. Ça m'arrive aussi d'avoir mal au dos et d'avoir mal au dos de façon très très difficile. Donc oui, ça serait très volontiers. Bah, tu viens quand tu veux. Hein. Et alors donc, docteur Stéphane Outimpécio, je suis embêtée parce que d'habitude je le mets en gras et puis là ils me les ont pas mis en gras. Alors comment vous faites pour définir la vertèbre ou je ne sais pas l'endroit où vous allez toucher la personne? Je la sens. Vous la sentez avant Je la sens avec cette forme de réceptivité que j'appelle le corps miroir. Ça veut dire que quand je suis en situation thérapeutique, je ressens sur ma peau les points douloureux de l'autre. C'est un phénomène de résonance qui est tout à fait qu'on peut apprendre, puisque j'ai déjà enseigné à plus de 60 stagiaires, thérapeutes, médecins, comment le ressentir. Donc, ils ont tous réussi. Donc, c'est juste une question d'observer sur soi les sensations de son corps quand on est en présence de l'autre. Alors, ce qui voudrait dire que des fois, on a mal quelque part et ça vient pas de nous, mais ça vient de l'autre. Et après, c'est un peu difficile de définir ce qui vient de soi et de l'autre. Mais ça peut être très très net quand justement, en présence de quelqu'un qui souffre, tout d'un coup, vous avez un ressenti très fort qui n'est pas habituel chez vous. Et là, vous arrivez à faire la distinction. Ou un mal de tête. Un mal de tête, un mal d'épaule, un mal de dos. C'est vrai que si on pose sa main là où ça fait mal, en général, l'autre est tranquille après. Oui, parce que vous avez simplement la communication vraisemblablement bioénergétique des deux personnes, avec une rééquilibration, puis un transfert de charge. On parle souvent dans le langage commun de charge émotionnelle. C'est exactement ce qui se passe. Et c'est ce qui explique les quelques guérisons à l'emporte-pièce qui arrivent chez tout le monde au cabinet, même chez ceux qui ne sont pas ouverts à ça. Le fait de poser la main sur le patient, quelque chose passe, et cette chose, ça peut être une charge énergétique. C'est une théorie, hein, bien sûr, on l'a pas prouvé, mais c'est le modèle théorique qui explique le mieux les choses. Et une fois que la charge énergétique est disparue, la personne est soulagée, voire guérie. Une personne avait été agressée dans son appartement et n'osait plus sortir. Elle vient me voir, ça faisait plusieurs semaines qu'elle était dans cet état. J'approche ma main de sa tête, je reçois une châtaigne comme si j'avais mis les mains dans une prise de courant. Le lendemain, elle allait au travail. Elle avait perdu la charge qui la bloquait. Hein, voilà, ce sont des choses comme ça. Mais elle savait naturelles. Elle savait quand même ce qui lui est arrivé. Oui. Elle était consciente de ce qui lui est arrivé. Oui, vous voulez dire l'agression? Oui, c'est ça. Oui, parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas pourquoi ils ont mal. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, c'est autre chose. On repart en musique un petit peu. D'accord. Donc c'est la suite. C'est la suite.
Dernière partie de cet Au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM. Qui reprend la parole de vous deux? Je vous laisse choisir entre Rémi Pécaud et Stéphane Otin-Péquio. Je vais juste dire deux petits mots, puis on va rebondir sur ce dont on vient de parler. Je voulais ajouter juste des petits détails. En hypnose, il y a quelque chose d'assez particulier, c'est la métaphore. Ça veut dire que souvent, on dit à la personne d'imaginer quelque chose. Par exemple, vous, Joël, si je vous demande d'imaginer un éléphant, vous allez peut-être voir un éléphant. Oui, vous l'avez vu? Oui, d'accord. Vous allez me parler alors, du citron. Non, là, c'est ça non, mais non. Mais alors déjà, c'est assez ciblé. Si je vous demande de voir un animal, déjà, vous avez plus de choix. Ouais. Vous voyez? Et si je vous fais un son ou de la musique, vous allez avoir encore plus de liberté. Et ça, c'est intéressant avec la musique. Alors, aussi un autre aspect de la musique, c'est que ça agit comme un lanceur. C'est-à-dire que ça agit comme un lanceur de fusée qui vous met en satellisation. Ça vous amène jusque-là. C'est-à-dire l'état d'hypnose, un peu comme quand en avion on dépasse les nuages et qu'on est dans le soleil. Mais ensuite, une fois qu'on est atterri, qu'on est lancé, c'est-à-dire qu'on est en état d'hypnose, et d'autres techniques peuvent le faire, comme la méditation, etc., eh bien là, on continue le travail avec la musique. Et quelqu'un m'a dit que cette musique, elle entraîne. On peut pas stopper. On n'arrête pas la musique et donc on dépasse des choses sans s'y arrêter. C'est encore des aspects très particuliers de la musique de l'hypnose. Et puis, différemment de la musicothérapie, on va d'abord installer un état de calme et de sérénité parfait, très profond. Et c'est dans cet état-là qu'on peut ressentir des émotions, mais de façon distanciée. Vous savez, un peu comme quand on arrive à pleurer, mais finalement, on n'est pas malheureux. Hein, mais on est triste, mais en même temps, on peut avoir un centrage. C'est aussi cette situation-là qui permet à ce moment-là beaucoup plus facilement de libérer des souffrances, parce que on libère des souffrances sans se déstabiliser. C'est les pleurs de la méditation. Par exemple. Voilà, et puis la musique, c'est un cadre d'harmonie qui permet de voyager en toute sécurité. Et ça, c'est très agréable. L'harmonie, vous savez que c'est basé sur les lois de Pythagore, qui sont les lois physiques de l'univers. Donc, c'est vraiment très bio. On est raccordé à l'univers par la musique. Ouais, oui, parce que si vous faites de la musique harmonique, vous êtes obligé de respecter les lois de l'univers. Donc, vous êtes bio. Il y a des choses que je me pose comme question. Si on faisait écouter de la musique à un homme de Cro-Magnon, il a forcément pas la même oreille musicale que nous. Mais on a été des hommes de Cro-Magnon. Enfin, oui, c'est dans nos gènes. Mais je veux dire, si on faisait écouter de la musique à quelqu'un, un homme des cavernes. Ce sont les mêmes lois de l'univers. Qu'est-ce qu'il en penserait? Ça, on peut pas savoir ce qu'il en penserait puisque nous ne sommes pas lui. Mais ce sont les mêmes lois de l'univers, effectivement, qui s'accordent à nous et à lui. Donc, à mon avis, pas très loin de ce que ça peut nous faire à nous. Vous m'avez pas entendu chanter, là? C'est un petit peu, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas trop entendu parce qu'en même temps, on discutait entre nous. Mais j'ai fait des hauts, des A, des E, c'est des sons primordiaux. Ouais. Et je fais des sons primordiaux pour pas qu'il y ait de connotation culturelle, religieuse, ou que ça ramène la personne à une chanson qu'il connaît et qu'il la ramène dans son propre passé. Je pense que ça a commencé comme ça, la musique. Avec des O, des A, des I, des choses prononcées, accompagnées par des rythmes, et puis mais c'était de l'improvisation. Je crois qu'on pourrait faire des bonnes impros avec des gens assez ouverts. Les Cro-Magnons, ils avaient déjà les oiseaux. Hein. Ils avaient les oiseaux, ils avaient des bêtes qui faisaient des bruits aussi. Bah oui. Non, mais attention, Stravinsky a dit des choses très précises sur les oiseaux. C'est-à-dire que la musique des oiseaux, ce n'est pas encore de la musique. La musique, c'est une création de l'esprit humain qui organise les sons entre eux. Alors, si tu prends des oiseaux différents, tu vas pouvoir faire quelque chose, mais c'est toi qui les organises. Parce que l'oiseau, lui, il est très répétitif, même le merle, et il ne va pas créer une nouveauté. Et parce que la problématique du musicien, elle est de plus en plus aiguë. Il faut trouver des choses nouvelles. C'est bien. Vous vous rendez compte?
C'est surtout que, je sais pas, quand on voit la musique de Schoenberg et tout, ça arrache un peu les oreilles. Donc c'est pour ça que je me demande, est-ce que un homme des cavernes, ça lui arracherait pas un peu les oreilles, ce qu'on fait? Il y a, je pense, des lois d'harmonie qui sont dans la musique, et puis la tendance à l'heure actuelle, c'est de s'affranchir des lois de l'harmonie. Et que je pense justement qu'un certain nombre de musiques contemporaines, pour faire du nouveau, s'affranchissent de ça, mais c'est pas forcément justement harmonieux, audible. Jusqu'à temps qu'on s'y habitue et que ça passe. Oui, mais je suis pas sûr que ça reste très très longtemps. Il y en a qui s'y habituent pas, ce sont les nourrissons. Les nourrissons, quand on leur fait écouter des sons harmonieux, c'est-à-dire qui respectent les lois de l'harmonie, ils tournent la tête dans la direction des sons. Si on leur fait des sons en dissonance, ils tournent la tête de l'autre côté. C'est un peu comme si la musique avait façonné notre cerveau. Et puis, les musiciens professionnels, certains ne peuvent pas écouter le MP3, la musique compressée, la musique numérique auquel on a enlevé les harmoniques, parce qu'on les coupe. Et ils supportent pas, vous leur ferez pas écouter ça. Et c'est pourtant ce qu'on a fait ce soir. C'est quand même du MP3. Bien sûr. Non, ça c'est c'est pas du MP3 là. Non, c'est du WAV, c'est plus large. C'est pas du MP3, elle est pas comprimée celle-là. Malgré tout, elle est numérique. Parce que c'est le support pratique à l'heure actuelle, mais c'est vrai, ce serait mieux sur un jeu sur un 78 tours 9. Ce serait mieux. Mais on est obligé. En fait, ce qui se passe avec la musique qu'on enregistre ou qu'on écoute après avoir écouté, vous venez en séance, je vous fais un enregistrement, vous repartez avec le CD. Quand vous l'écoutez chez vous, ça fait un souvenir de ce que vous avez vécu. C'est un rappel. Vous comprenez? Moi, je me souviens quand même des premiers postes stéréo, c'est-à-dire quand on a commencé à pouvoir entendre en stéréo, c'était magique. C'était magique. Je pense que les jeunes ne se rendent pas compte de ce que c'est. Avant, les postes étaient en mono. Ah oui. Et alors finalement, Stéphane Otimpecchio, vous êtes un médecin musicien ou un musicien médecin? C'est-à-dire que je suis d'abord musicien, puisqu'on peut pas pratiquer la médecine à 12 ans, alors qu'à 12 ans, on peut faire de la musique. Donc, je suis d'abord musicien. Je suis d'abord musicien, mais je faisais venir mes petits copains à la maison et ils me disaient j'aime pas le classique. Alors, je les faisais asseoir, puis je leur jouais, à mon avis, de la manière qui leur plaisait. Et à la fin, ils me disaient j'ai jamais rien entendu d'aussi beau. Et évidemment, ils étaient en état d'hypnose pour dire un truc pareil. Donc l'hypnose, ça a commencé aussitôt. Ah oui, l'hypnose, ça a commencé tôt puisque j'ai fait ma première exposé. J'avais 13 ans et on a fait une expérience de suggestion post-hypnotique à laquelle je ne me risquerai plus maintenant. On a dit à un petit élève, quand le professeur de français dira tel mot, tu te lèveras et tu feras le tour de la salle 3 fois. Et nous-mêmes, on s'était dit que notre suggestion était idiote. J'étais avec parce que tout le monde se rendrait compte qu'il aurait pu, tourner volontairement, etc. Mais pas du tout. Après on a arrêté la séance, le professeur a dit le mot, il s'est levé droit comme un i, il a fait le tour de la salle 3 fois, mais il prenait ses angles droits, mais comme un robot, c'était incroyable. La salle a été médusée. Et le prof était au courant? Le prof était bien sûr au courant, il avait autorisé l'exposé. Et quand il s'est assis, c'est comme si c'était rien passé. Et il disait rien. S'il avait fait une blague, il se serait retourné à un moment. Mais non, il avait vraiment été en état d'hypnose. Et qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui comme études sur les vertus de l'hypnose? Je veux dire, études qui ont été faites de façon sérieuse en laboratoire sur des personnes avec des pathologies et puis qui les ont plus, etc., etc. Parce que je suis sûr qu'on est au début, justement, de ce mouvement que... on n'a pas fini de découvrir le cerveau, mais on le sait que ça a des vertus pour l'apprentissage, ça en a pour faire lâcher des tensions et des problèmes, mais il y aurait beaucoup, à mon avis, de progrès, de choses à apporter encore. Bien sûr, au niveau des neurosciences, on a vu que l'hypnose faisait fonctionner des structures nerveuses comme si je vous fais imaginer, Joël, que vous êtes en train de courir, en fait, dans votre cerveau, votre zone de la course motrice est en train de fonctionner à 50%, ce qui fait que si vous vous voyez en train de marcher toute la journée, vous allez perdre un peu de poids. Vous allez prendre de la masse musculaire.
Hein. Donc ça a été démontré, Oui, ça a été étonnant. prouvé. Alors après, ce qui est le plus flagrant, mais on le dira juste après, hein, c'est l'anesthésie. Mais entre-temps, en fait, c'est les phénomènes douloureux, parce que les phénomènes douloureux s'améliorent jusqu'à, ils peuvent disparaître, mais ils s'améliorent pendant la séance d'hypnose et au cours, et après, pendant quelques heures, voire quelques jours. Et après, c'est pour ça qu'on fait de l'auto-hypnose soi-même. La douleur baisse. Et cliniquement, on le mesure chez tellement de gens que ça fait des preuves. Hein, c'est des observations cliniques. Et puis, il y a l'argument massu de l'anesthésie totale, générale, sous hypnose, sans aucun médicament. Alors, ça se fait pour le sein, la thyroïde. Les dents, il y a certains dentistes qui Ça se font fait pour les dents, mais les dents, Joël, je veux dire, c'est plus facile d'une certaine manière, parce que quand on vous enlève un sein, c'est autre chose quand même. Ouais, mais quand on vous enlève une glande thyroïde. Quand on vous passe la molette là. D'accord, mais je respecte votre avis. Des carotides, hein, sous hypnose. Bon, et mis à part ça, actuellement, de très nombreux anesthésistes dans le monde entier utilisent l'hypnose et les produits anesthésiques en même temps, mais ils disent qu'ils utilisent des produits à dose homéopathique. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser 10 fois moins d'anesthésiques. Et ça, c'est prouvé, c'est démontré. Le nombre d'études, plusieurs milliers, largement, des études internationales, des études randomisées, comme on dit. Non, actuellement, l'effet de l'hypnose est totalement prouvé. Le mécanisme, on voit que ça se passe dans le cerveau. Et comment ça marche, on ne sait pas. C'est du domaine de l'esprit. Là, ça devient de la psychothérapie. Et tout à l'heure, on parlait donc de ces casques qu'on met sur les yeux avec des images ou des diodes auxquelles on peut rajouter de la musique, etc. Une forme d'auto-hypnose quand même un petit peu formatée, hein, préenregistrée, mais qui est intéressant dans des endroits où l'anesthésiste ne pourra pas faire d'hypnose, ne saura pas le faire. Ah oui, tout à fait. Ouais. Et puis, comme je le disais, il y a un hôpital à Nancy qui a fait plus de 20 000 opérations avec cet appareil, et ce qui permet en fait d'éviter les anesthésies générales quand elles ne s'imposent pas. Parce que les personnes qui se voient opérer d'un pied ou d'une main ou d'une jambe ne sentent rien, mais quand ils entendent la perceuse, les tournevis, etc., ils sont paniqués, ils disent « mais endormez-moi, endormez-moi ». Et plutôt que de les endormir, on les met effectivement sous psio, et ils ont la vue prise, l'essence par l'oreille qui est prise aussi. On leur c'est très science-fiction, ça. Raconte une histoire, c'est un c'est peu comme de la sophrologie, mais du coup, ils sont partis dans un autre monde. Ben, vous avez observé vous-même, vous pincez le doigt, vous vous focalisez sur le doigt, vous avez super mal. Si vous arrêtez de penser à votre doigt et que vous pensez à votre pied gauche, ben, vous avez tout de suite déjà beaucoup moins mal. C'est-à-dire que l'attention qu'on porte à la chose fait beaucoup sur la douleur apportée par la chose. Alors le psio, c'est un casque virtuel, c'est ça, non ? Virtuel, c'est une paire de lunettes avec des lumières et des scintillements. Oui. Ouais. Donc les yeux ne voient pas et il y a les yeux ne voient que des couleurs. Des couleurs et dans les oreilles, on leur envoie quelque chose. Alors des bruits de la nature, des musiques douces, et puis ça peut être une guidance par la voix qui va vous amener sur un chemin le long d'une plage et on entend les vagues, etc. Enfin, il y a différents scénarios, mais c'est propre à chaque fois, c'est propre à s'évader, quoi. À se croirait dans Soleil Vert. Vous avez vu la fin de Soleil Vert, ça fait ça. Oui, enfin, musique douce. Alors, en fait, justement, ces musiques, elles ont souvent, malheureusement, été composées par des musiciens qui ne sont pas thérapeutes et donc ils se font une idée de la musique qu'il faut pour l'hypnose. Et quand on est musicien et thérapeute, en même temps, on apprend beaucoup sur la manière de jouer avec les personnes. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de progrès à faire dans la musique de l'hypnose. Vous allez proposer vos CD à l'hôpital de Nancy, je le sens. Alors, ça serait bien. Alors, 12 février et 11 avril, concert-thérapie, hypnose musicale du docteur Stéphane Autain-Péquiou, ici ce soir, à la maison... L'Auditorium Saint-Germain. Auditorium Saint-Germain pour réserver ces... concert d'hypnose musicale, oui, ou sur l'Observatoire du réel, voilà. ou billet web.
il faut dire ce que c'est. Ou l'un ou l'autre. Ou l'un ou l'autre. Hein, sur l'Observatoire du réel. Oui, oui. Ou le site Hypnose Musicale. En fait, on est en partenariat sur ce projet, tous les deux. Donc le 12 et le 11 avril, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Si vous voulez savoir ce qui va se passer au niveau de l'Observatoire du réel, il faut vous inscrire, sûrement il y a une newsletter, non? Oui, alors si vous voulez recevoir les programmes de l'Observatoire, sur le site observatoire-réel.com, vous avez effectivement de quoi laisser votre email pour recevoir toute l'info. Je rentre là d'un séminaire à Tain-l'Hermitage, organisé avec l'école Chapoutier, consacré aux thérapies quantiques. En fait, ça s'intitule « Chant, ondes et fréquences au service de la santé et du bien-être », où on a présenté plusieurs appareils et plusieurs approches qui ont des finalités thérapeutiques. L'intérêt de ces appareils, c'est qu'ils permettent de sonder le corps dans un premier temps pour en faire des évaluations. Et puis, vous savez que chaque organe vibre à une fréquence qui lui est spécifique. Et il y a une deuxième famille qui est capable de renvoyer des ondes correctrices pour faire remonter la fréquence du foie, descendre celui de la rate, etc. Et pour faire des rééquilibrages. On a présenté aussi l'approche de Michel Laroche sur la réinformation cellulaire. Et Daniel Wagner a parlé de neurofeedback, qui est une technique qui permet de corriger les dysfonctionnements du cerveau, et en particulier quand on a des idées de travers, pour faire très court, hein, parce qu'on est pressé. Le temps, là. Je vous remercie tous les deux, Dr Stéphane Autain, O-2-T-I-N, Pecchio, P-E-2-C-I-O, et Rémi Pecot, Rémi avec un Y, Pecot, P-E-C-O-T, de l'Observatoire du réel. Vous avez une phrase, une citation, quelque chose qui vous vient comme ça, qui vous illumine l'esprit? Concert-thérapie d'hypnose musicale, c'est faire l'expérience d'un premier contact avec l'hypnose par le son, ou découvrir la puissance de suggestion de la musique jouée en état d'hypnose. Et voilà, et l'Observatoire, c'est pour vous donner à connaître d'autres points de vue sur le vivant. Sur le réel. Et sur le vivant. Et sur le vivant. Alors, merci à tous les deux, et on va terminer avec votre CD encore, Stéphane. C'était à Montréal. C'était à Montréal. En août. Merci.